Ce que veut montrer Marx à partir de là, dans la continuité objective, manuscrit de 44, critique du programme de Gotha, Le Capital, les Grundrisse, c'est que toute pensée qui ne s'articule pas sur la lutte de classe radicale est condamnée à être récupérée par le capital. Et c'est là où on fait une différence essentielle entre les classes et les groupes sociaux. Aujourd'hui, on assiste à une élimination totale de la classe, du prolétariat. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en domination formelle, le capital avait besoin de parler au prolétariat et de parler du prolétariat, même s'il l'appelait classe ouvrière, en le sociologisant. Pour une raison très simple, c'est que la domination formelle est le temps qui voit surgir l'État-nation. La domination réelle, nous dit Marx, reprend Luxembourg et accomplit de bord, c'est le temps où est liquidé l'État-nation de l'antériorité de la domination formelle pour qu'on lui voie substituer ce que Marx a très bien ciblé dans le 6e chapitre, c'est le cosmopolitisme de la marchandise. Donc, en domination formelle, j'ai des États-nations en formation sur les vestiges de l'Ancien Régime qui doivent se constituer une classe ouvrière adéquate à l'état de la modernité d'alors, qui fait surgir la nation marchande moderne de la domination formelle. La classe ouvrière est un interlocuteur obligé dans les méandres de l'aliénation, de l'assujettissement, de l'exploitation et de la domestication. Elle est donc un sujet visible qui n'est pas rayé de la carte. À partir du moment où la domination réelle du capital est enfin achevée, l'État-nation doit disparaître, la classe ouvrière doit disparaître dans le grand fétichisme de la marchandise qui chosifie la nature, qui naturalise les choses et qui fait opacité totale du mouvement réel. J'ai donc une écriture sociologique, une écriture médiatique, une écriture de tous les champs du crétinisme universitaire de la marchandise qui doit faire disparaître le prolétariat sous le tapis. Je vais donc assister à l'émergence d'une déconstruction du mouvement réel, d'une déconstruction de tout ce qui a fait la pensée subversive du prolétariat révolutionnaire et de tous les groupes communistes intransigeants qui, autour de Marx, Rosa Luxembourg, Debord, les groupes radicaux allemands, ont fait position de « à bas la marchandise, vive le communisme, à bas l'argent, vive la communauté ». J'ai donc cette course en avant à la déconstruction du temps et de l'espace qui se matérialise d'ailleurs très très bien dans l'insipidité universitaire française. Vos auditeurs peuvent faire référence par exemple à Althusser pour le structuralisme classique qui va complètement désubvertiser le capital et qui va même demander à ses lecteurs de ne pas lire la fameuse section où le fétichisme de la marchandise positionne l'articulation de la démonstration en général, parce qu'on dans ce temps de la domination réelle en mouvement qui conduit à aujourd'hui, dans les années 1960 qui ont précédé 68, j'ai vu émerger un structuralisme universitaire dans le marxisme universitaire de l'imposture, où on disait aux gens, mais il n'y a plus de sujet subversif. Finalement, Marx, il n'a absolument pas parlé de la critique sociale radicale d'une explosion humanitaire contre l'argent. Il définit des catégories économiques qui permettent de gérer un capitalisme d'État équilibré. Et dans le même temps où j'avais Althusser, valet du capitalisme d'État stalinien et maoïste, qui nous disait quand vous lisez Marx, la subversion sociale, rien à voir, circuler, approvisionnez-vous aux catégories d'une économie scientifique équilibrée qui serait purement cognitive. J'avais toute une pensée qu'on retrouve aujourd'hui en Amérique sous le nom de French Theory, les Deleuze, les Guattari, les Foucault, qui passaient le prolétariat à la trappe. Vos auditeurs ont certainement lu l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault. C'est un livre à lire, non pas pour sa richesse, mais justement pour son insipidité radicale. L'histoire de la folie, pour Foucault, c'est pas l'histoire de la domestication marchande sur le temps qui crée des emprisonnements de pensée mentale par rapport à la subversion radicale d'un prolétariat qui voudrait s'abolir. Non, c'est un éloge de la différence.
Donc, à partir de toute cette pensée qui émerge dans les années 60, on a effectivement une disparition programmée du prolétariat et de la lutte des classes pour lui voir substituer ce qu'on appelle alors les minorités. On essaye de faire disparaître la classe ouvrière et le prolétariat. Le Marx subversif de l'abolition du salariat et de l'État, il disparaît, et on fait l'éloge alors, de la folie des fous, on fait l'éloge des minorités, on fait l'éloge sociologique de la femme aliénée qui devrait avoir droit au travail, on fait l'éloge des minorités sexuelles, on fait l'éloge de toute une série de catégories qui ne sont pas des classes. Et cet éloge n'est pas anodin. Il n'est pas comme ça parachuté par un pur hasard. Il correspond à la modernité réalisée de la dictature absolue de la démocratie du capital qui doit faire disparaître les classes. Qu'est-ce que Marx nous dit dans la fameuse section 7? C'est que dans la compréhension radicale de cette lutte de classe prolétariat, classe capitaliste, j'ai le plus gigantesque missile historique en mouvement qui fait péter le système et qui, au moment où la crise terminale du capital va surgir, verra l'intégralité des dispositifs et des agencements aliénatoires de la marchandise en mouvement s'auto-invalider. C'est le moment où la communauté humaine va radicalement se prendre dans sa jouissance, dans sa conscience, dans sa volupté, dans son existence, dans son essence, et en abolissant le capitalisme, faire surgir le communisme universel, c'est-à-dire cette communauté sans aliénation, sans séparation, sans argent et sans État. La domination réelle achevée du capital, c'est le moment où le capital est le plus fort, mais c'est le moment où il est le plus fragile, parce que c'est le moment où la contradiction valorisation-dévalorisation est au summum de son explosivité. Et donc, ce n'est pas un hasard si effectivement les larbins universitaires de la marchandise vont mettre au point des dispositifs d'agencement pour éliminer le danger théorique et pratique de la lutte de classe radicale. Au même moment où tous ces gens-là sont les laudateurs les plus délirants du capitalisme d'État chinois, du capitalisme d'État cubain, du capitalisme d'État vietnamien, ou de tous ces capitalismes d'Afrique qui se sont mis en émergence à travers l'imposture des luttes de décolonisation, qui ont vu une classe capitaliste locale se mettre à la place du capitalisme colonisateur. Il y a une gigantesque mystification internationale qui circule, et il faut surtout faire oublier, on en revient à l'oubli de l'être, Hegel, Héraclite, Parménide, il faut surtout faire oublier l'essentiel, c'est qu'il existe une lutte de classe radicale qui traverse ce monde, et que c'est cette lutte de classe radicale qui peut, et qui à un moment donné fera exploser le monde. Donc, le capital, et bon, vous prenez les derniers clowns de la représentation Terra Nova vous explique clairement, il n'y a plus de classe ouvrière, maintenant il y a les immigrés, les femmes, les homosexuels, donc tout ça s'est mis en marche pour substituer à la catégorie de classe, qui est une catégorie radicale qui va nécessairement vers l'abolition de la marchandise, quand le prolétariat s'insurge au moment de la crise terminale du capital, des catégories inoffensives. Les luttes des minorités, les chartes de la diversité, les immigrés, les noirs, les femmes, les homosexuels, tout ce que vous voulez, on peut faire une caravane à l'infini, sont des structurations sociales qui ne sont pas des classes, qui ne portent pas en eux l'abolition de la marchandise, mais qui portent au contraire en eux la rénovation de la marchandise. Donc, on a aujourd'hui une disparition complète du discours de classe radical, intransigeant, Rosa Luxembourg, Bordiga, Marx, Gustave Lefrançais, Malatesta, et on lui a substitué un carnaval, une foire du trône, où circulent toute une série de catégories qui veulent avoir leur place dans le repartage des marchés, marchés symboliques, marchés matériels, marchés nationaux, marchés internationaux, mais qui veulent avoir leur place dans la marchandisation humaine. On a donc des luttes anti-homophobes, on a des luttes antisexistes, on a des luttes antiracistes, mais où vont-elles ? Elles vont toutes dans la glorification de la marchandise.
Et elles ne vont pas toutes dans la glorification de la marchandise, parce que les gens qui s'en sont fait les apôtres seraient des méchants ou des idiots, même si beaucoup peuvent être méchants ou idiots, mais parce que structurellement, la position objective qui est définie par la dialectique des forces productives de l'histoire fait que toute revendication qui surgit de ce terrain-là a pour objet la recomposition marchande de la domination réalisée de l'aliénation narcissique. Donc, ces groupuscules, ces groupes, ces courants, ces galeries marchandes, ces boutiques ne sont absolument pas problématiques pour le capital. C'est pour ça d'ailleurs que le capital les met en valeur et en fait la centralité de son spectacle. Le capital n'a peur que d'une chose. Il a peur de la lutte de classe radicale du prolétariat qui, quand la crise le fait surgir, est le seul vecteur qui peut l'invalider. Le capital, il a eu très peur en mai 68, et c'est précisément parce qu'il a eu très peur en mai 68 qu'il a activé l'armée de réserve immigrée pour substituer au prolétariat communard européen de conscience radicale antisalariale un prolétariat de réaménagement de la marchandise qui, dans la substitution des remplacements mis en mouvement, ne lui pose pas de problème, puisque les seuls problèmes qui peuvent avoir lieu sont, même quand il y a des émeutes, nous voulons le repartage de la marchandise. On a exactement la même problématique pour ce qu'on appelle les luttes de femmes, les luttes homosexuelles, toutes les luttes écolo-bobo périurbaines. Il s'agit d'aménager la marchandise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il existe une frontière radicale entre la pensée subversive et la pensée de soumission. C'est la compréhension totale, critique de ce qu'est la lutte de classe, puisque la lutte de classe est le seul rapport de compréhension théorico-pratique qui permet l'émergence du communisme, c'est-à-dire de la communauté humaine libérée définitivement de l'argent et de l'État. Et ce qui est très significatif, c'est qu'aujourd'hui, la pollution de la marchandise est si répandue que si vous allez sur Internet, bon, moi j'y vais pas parce que ça m'emmerde globalement, mais j'ai beaucoup de correspondants qui m'en parlent, vous avez encore des micro-chapelles en décomposition qui se réclament de Marx, qui se réclament de l'abolition de l'argent, qui se réclament de l'abolition de l'État, mais qui ont tellement été intégrés au dispositif capitaliste qu'ils ont été obligés d'intégrer la totalité du dispositif capitaliste dans leur catéchisme statique qui est sans compréhension radicale de la dynamique de lutte de classe, et ils sont tellement pollués et investis que même quand ils parlent de la lutte de classe, ils en parlent d'une manière totalement aliénée, fétichisée et marchandisée. On voit des groupuscules qui vous disent vive la lutte de classe, virgule, contre l'homophobie, contre le sexisme, contre le racisme, bref, le MEDEF fait du matin au soir propagande pour la domination réalisée de la marchandise en expliquant qu'il est pour une marchandise émancipatoire, sans sexisme, sans homophobie, sans racisme, avec des réfugiés, avec une charte de la diversité. Et vous voyez des pingouins ultra-gauche en décomposition qui disent abolition du salariat, mais qui reprennent tout le discours du MEDEF après la virgule. Donc, on a des clowns complètement contre-révolutionnaires qui ont depuis très longtemps abandonné la méthodologie radicale, qui parlent quasiment jamais de Rosa Luxembourg ou de Bordiga, mais qui vous parlent de l'école de Francfort, de Marcuse, éventuellement de Foucault, de Lukács, c'est-à-dire de toute une série de gens qui ont certes parlé de la radicalité de Marx, mais pour la désubvertir et pour en faire un outil de police mentale pour contrôler la classe ouvrière. Donc, aujourd'hui, la domination réelle du capital est totalement achevée, mais elle est totalement achevée au sens où, à part quelques dizaines d'individus qui, ici ou là, maintiennent la radicalité subversive des luttes de classe intransigeantes pour l'abolition de l'État et de l'argent, voient toute une série de micro-cénacles en décomposition qui n'ont absolument pas compris le saut qualitatif de la domination réelle. Et donc, il n'est donc pas étonnant que les derniers groupuscules moribonds de l'extrême gauche du capital ou de l'ultra-gauche du capital
est exactement sur les couches sociales, sur les diversités, sur les nouvelles luttes, le même discours que le MEDEF. Marx et Engels, dans la radicalité du positionnement qui a fait surgir le projet communiste, ont posé la prostitution universelle des femmes, mais ils n'ont jamais été féministes. Le féminisme, c'est le discours par lequel l'homme de la marchandise concède à la femme de la marchandise l'égalité en la marchandise. Marx et Engels ne se sont pas battus pour que la femme s'émancipe en la marchandise, ils se sont battus pour que la femme s'émancipe avec l'homme, contre la marchandise, dans l'abolition universelle de l'argent. Les luttes antisexistes ne sont pas des luttes pour émanciper la femme, ce sont des luttes pour émanciper la femme des traditions antérieures qui lui préservaient encore un statut anti-marchand et, à partir de là, la faire basculer dans la marchandise absolue. Les luttes antiracistes ne visent pas à permettre aux prolétaires ou aux pré-prolétaires du Sud de s'activer révolutionnairement pour prendre en charge leur existence là-bas contre les multinationales. Ce sont des luttes complices qui permettent aux multinationales de les déporter vers le Nord en continuant de piller le Sud. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gauchisme de la marchandise, l'extrême gauchisme de la marchandise, l'ultra-gauchisme de la marchandise sont aux antipodes de Marx. Ils sont aux antipodes de Marx, tout simplement parce qu'ils se situent aux antipodes de la compréhension radicale de la lutte de classe, compréhension radicale de la lutte de classe qui est le socle intangible, qui est le socle irréfragable du vrai discours critique sur le monde et sur le refus de l'aliénation du monde. Dès lors que je sors de ma vision radicale de lutte de classe intransigeante contre l'argent et contre l'État et que j'intègre tous les dispositifs publicitaires de la marchandise sur les femmes, sur l'homophobie, sur les noirs, sur les gris, sur les bleus, sur les jaunes, j'entre dans le dispositif cosmopolitiste de la marchandise qui veut que tous ensemble, dans une fraternité universelle, nous gérions la marchandise pour le bonheur de la marchandise. Mais désolé, Marx ne veut pas le bonheur de la marchandise, il veut le bonheur de l'être générique humain pour l'abolition de la marchandise.